La Belgique a lancé un grand emprunt national destiné aux épargnants belges, bien sûr, et manifestement, avec succès. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Pourquoi l'État belge, qui peut se financer tranquillement sur les marchés, pourquoi est-ce qu'il est allé trouver des sous et se financer auprès de ses concitoyens? D'abord parce que les taux d'intérêt proposés par les produits d'épargne classiques sont inférieurs, ont des rendements qui sont inférieurs à l'inflation. Et donc là, ça, c'est une raison strictement financière. Ça poussait aussi les banques, quelque part, à proposer ensuite des produits qui sont mieux rémunérés. Et puis enfin, il y a une dimension qui est aussi patriotique, c'est-à-dire que voilà, quand vous avez un emprunt national, ça crée une sorte de cohésion des épargnants et puis quelque part aussi du pays pour dire avec mon argent, je participe à l'effort national et je finance aussi des choses qui ont une utilité publique. Quelles sont les grandes caractéristiques et comment on peut mesurer le succès d'ailleurs de ce grand emprunt auprès des particuliers, sa durée, sa rémunération, combien d'épargnants ont répondu à l'appel et comment on peut, sans parti pris, dire que c'est un succès? Il y a eu 650 000 souscripteurs quand même. Euh, c'est plutôt une réussite. En France, si les Belges ont donc levé 22 milliards. À proportion de notre PIB, c'est comme si on levait 100 milliards. C'est quand même pas mal, je trouve. Euh, Quand vous voyez par exemple des demandes de la SNCF pour moderniser les infrastructures et puis pour faire préférer le train, puisque c'est plus écologique, vous avez des demandes qui sont de cet ordre-là. Donc effectivement, vous pouvez avoir la capacité de lever de l'argent sans dépendre des marchés financiers ou ce qu'on appelle l'emprunt domestique, où vous avez vos concitoyens qui sont moins sensibles à des considérations budgétaires au jour le jour ou de gestes de mauvaise humeur des marchés qui peuvent vous amener malmener vos emprunts d'État. Donc ça déjà c'est une sorte d'autonomie quelque part budgétaire pour les États. Et puis globalement il y a aussi des circonstances, sans considération je dirais métapolitique. Il y a des circonstances qui sont plutôt favorables à cela puisque vous avez la Banque de France dit le surplus d'épargne accumulé depuis le Covid, depuis la pandémie, c'est 157 milliards d'euros. Donc les Français, ils se disent, bon, le livret A, c'est bien, mais c'est plafonné, c'est à 3%. L'inflation, elle est supérieure, autour de 4,8, je crois, 4,5%. Bon, eh bien, à ce moment-là, si on a l'État qui nous rémunère Alors combien pour le coup, juste là, combien l'État belge a proposé, sur quelle durée? 3,3% sur 1 an ou 2 ans. Donc j'ai correct. regardé, c'est à peu près finalement le coût de financement de l'État belge. Et si on faisait ça chez nous, on serait, je dirais, voilà, à peu près pareil. Les taux à 2 ans sont de 3,28. Donc si vous proposez du 3,3, ça coûte rien à l'État par rapport au marché, en relatif évidemment. Et puis, vous pouvez ne pas prélever de frais. Si vous regardez avec les comptes à terme, qui ont un certain succès aujourd'hui, puisque les épargnants sont peut-être pas enclins à prendre trop de risques. Et à la fois... Pour vous, ce serait un succès en France si Bercy devait lancer une opération similaire? Oui, je pense que ce serait un succès pour la raison qu'il y a de l'épargne, mais aussi pour une autre raison, c'est qu'il faudrait que Bercy flèche son argent. C'est-à-dire que quelque part, les épargnants se disent quelle est l'utilité de prêter de l'argent à l'État. Bien sûr, on regarde le taux de rendement qui serait légèrement supérieur au livret A, mais ce serait de dire aussi, on va financer la rénovation énergétique des bâtiments pour être plus écolo, pour être moins dépendant de l'extérieur en termes de gaz ou de pétrole. Ce serait, je dirais, associer cet emprunt à une utilité publique qui se mesure facilement, qui se comprend facilement. Historiquement, on l'a fait beaucoup en période de guerre, où on lève des emprunts pour financer
l'effort national de la patrie. Bon, heureusement, fort heureusement, on est en situation de paix, mais on doit mener aussi quelque part une guerre contre le réchauffement climatique. Et ça suppose de mobiliser de l'argent public. Mais les grands emprunts nationaux, pardon, on a connu ça en France un peu plus récemment. Bon, ça remonte un petit peu, là, ça date, c'est quoi, c'est l'emprunt Balladur, c'est 93, non? Oui, alors Sarkozy avait voulu faire quelque chose où il a fait un emprunt national. Il est finalement passé dans une large mesure par les marchés financiers. C'est-à-dire que l'emprunt Balladur n'a pas voulu véritablement être fléché sur des activités, sur des investissements. Là, je pense que l'occasion est bonne. Et puis aussi, quelque part, je crois que les épargnants sont, plus qu'on ne le croit, sensibles à des considérations écologiques, mais aussi patriotiques. C'est-à-dire, voilà, on prête de l'argent à nos concitoyens, à notre État, nous-mêmes, pour financer des activités qui ont une utilité sociale, une utilité nationale, et peut-être même s'il s'agit d'écologie, une utilité mondiale. Donc, je dirais, l'épargnant ne regarde pas simplement, n'a pas une calculette entre les mains, il a aussi quelque chose de supérieur. Émile Durkheim disait le patriotisme, c'est l'amour-propre social. Hein. Il y a quelque chose de personnel, mais qui se conjugue aussi au pluriel, c'est-à-dire penser à quelque chose qui est un peu plus grand que soi-même. Alors, je vais vous faire un scoop. Je crois que je vous donne un scoop. Je crois que c'est pas dans les cartons, dans les tuyaux à Bercy. Mais pour vous, on serait bien inspiré d'imiter ce qu'a fait l'État belge avec ce grand emprunt national. C'est ça votre sujet, hein? Oui, je pense que c'est un moyen habile pour à la fois donner un peu plus de rémunération aux épargnants, de faire une certaine autonomie budgétaire de souveraineté, et puis aussi, quelque part, faire des économies d'énergie pour le plus grand bien de tous. Donc, je pense que les conditions, l'alignement des planètes, comme on dit aujourd'hui, de façon parfois un peu rapide, est là pour le justifier. Bon, très bien. À lire notamment, on va regarder la couverture, la une de Marianne de cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut lire? Ceux qui ont fait dérailler la SNCF, ça c'est un beau dossier, ça. Voilà, c'est un dossier qui est très fouillé sur 16 pages où on parle bien sûr de l'histoire, en expliquant pourquoi il y a quand même une logique à ce que les SNCF aient multiplié les retards et des prix extrêmement élevés, notamment par rapport à l'avion. Et puis, donc, il y a une logique historique et des choix politiques qui viennent de très loin. Et puis aussi, on a des pistes pour faire baisser le prix des billets de train, parce que je crois notamment les billets de TGV. Absolument. C'est pas une fatalité de payer extrêmement cher, et beaucoup plus cher même pour certaines destinations par rapport à l'avion. Bon, c'est à lire tranquillement ce week-end dans le magazine Marianne. Merci Franck. Merci beaucoup. Franck de Dieu, directeur adjoint de l'hebdomadaire. Bye.